Je suis entré dans le tribunal judiciaire de Paris, sachant pertinemment que tout le monde dans cette salle avait déjà décidé de la fin de mon histoire. Ils pensaient que j'étais imprudente, certains pensaient que j'étais désespérée, et quelques-uns devaient probablement se dire que j'avais fini par perdre la tête. Je m'appelle Camille Laurent. Et ce matin-là, je me représentais moi-même dans une affaire de divorce contre mon ex-mari, Olivier Beaumont. Olivier n'était pas seulement mon ex, c'était le PDG du groupe Beaumont Logistique, une entreprise de transport que tout le monde connaissait dans la capitale. Il avait des amis puissants, une fortune illimitée et une équipe juridique qui semblait avoir été conçue pour écraser les gens discrètement et efficacement. Je n'avais rien de tout cela, pas d'avocat assis à côté de moi, pas de mallette remplie de dossiers à code couleur, pas d'assistant chuchotant pour me passer des notes. Juste moi, un bloc-notes, et un calme olympien que j'avais pratiqué pendant des mois. En m'asseyant, je pouvais sentir le jugement dans l'air, les regards discrets, l'accord tacite que tout cela serait terminé rapidement. Il s'attendait à des larmes, il s'attendait à ce que je signe tout ce qu'on me mettrait sous le nez pour disparaître et retourner à la vie d'où je venais. Olivier, lui, en était certain, il n'essayait même pas de cacher son assurance, adossé à sa chaise, parfaitement détendu, comme s'il s'agissait d'une réunion dont il connaissait déjà l'issue. Il me regardait comme on regarde un chapitre clos, terminé, oublié. Ce que personne dans ce tribunal ne comprenait, c'était ceci, je n'étais pas entré sans préparation, je suis entré en sachant exactement où chaque secret était enterré. Pendant des années, j'ai écouté quand les gens pensaient que je ne faisais pas attention, j'ai observé des schémas qu'ils supposaient trop complexes pour moi, j'ai appris le silence quand parler aurait été dangereux. Et maintenant, debout dans ce tribunal, j'en avais fini de me taire, ce n'était pas le jour où j'allais tout perdre, c'était le jour où la vérité entrait enfin dans la pièce avec moi. Pour comprendre pourquoi tout le monde m'a sous-estimé, il faut comprendre la version de Camille Laurent en laquelle ils croyaient. Dans leur esprit, j'étais simple, prévisible, facile à ignorer. Avant qu'Olivier Beaumont n'entre dans ma vie, je faisais de longs services dans une petite brasserie de quartier, je mémorisais les commandes, je souriais malgré l'épuisement, je comptais les pourboires à la fin de la nuit en espérant qu'il suffirait. Quand Olivier et moi nous sommes mariés, cette histoire a disparu. Je suis devenu sa femme, pas sa partenaire, pas son égale, juste la femme qui restait à la maison et lui facilitait la vie. Je gérais la maison, les emplois du temps, les obligations mondaines qui le rendaient respectable et soigné. Je me souvenais des anniversaires, j'organisais les dîners de charité et je souriais à des gens qui n'apprenaient jamais mon nom. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à du confort, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le contrôle. Olivier gérait chaque euro. Je n'avais pas accès à nos comptes, si j'avais besoin d'argent, je devais demander, et si je questionnais une dépense, on me disait de ne pas m'inquiéter de choses que je ne comprenais pas. Au début, je le croyais. Il parlait avec assurance, les chiffres lui venaient facilement, je me disais que c'était ainsi que fonctionnaient les mariages quand une personne réussissait et l'autre non. Mais avec le temps, les limites se sont resserrées, mes appels téléphoniques étaient questionnés, mes amitiés s'estompaient, les invitations cessaient d'arriver. Quelque part en chemin, mon monde a rétréci si doucement que je l'ai à peine remarqué. Quand le divorce a commencé, Olivier s'est assuré que ce récit reste intact. Il a dit aux gens que j'étais émotive, instable, dépendante. Son avocat m'a décrite comme financièrement inexpérimentée, quelqu'un qui serait submergé par des informations complexes, quelqu'un qui avait besoin d'être protégé d'elle-même. Et le pire, c'est que je les ai aidés à y croire. J'ai gardé la tête basse, j'ai parlé doucement, je les ai laissés confondre mon silence avec de la confusion. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à me définir par celle que j'étais autrefois, ils n'ont jamais demandé qui j'étais devenu. Ils n'ont jamais demandé ce qui arrive quand une femme passe des années à être ignorée, ils n'ont jamais envisagé que la personne qui vit à l'intérieur du système le comprend souvent mieux que celui qui l'a construit. Au moment où je me suis tenu seul dans ce tribunal, je savais exactement comment ils me voyaient et je savais exactement à quel point ils avaient tort. Olivier Beaumont maîtrisait l'art de paraître intouchable. Il portait sa confiance comme certains hommes portent des costumes sur mesure, sans effort, sans question. Il entrait dans les pièces en supposant qu'il y avait sa place et la plupart du temps, les gens étaient d'accord. En tant que PDG du groupe Beaumont, Olivier était connu comme un homme qui conclut, il faisait aboutir les affaires, il savait comment déplacer l'argent, transférer des actifs et faire disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent publics. Cette réputation l'a suivi dans le tribunal. Quand Olivier s'est assis à la table de la défense, il était clair qu'il croyait que ce n'était qu'une autre négociation. Quand il s'attendait à gagner, sa posture était détendue, son expression calme, presque ennuyée.
À côté de lui était assis son avocat, maître Vincent Roche. Roche n'était pas bruyant, il n'avait pas besoin de l'être. Il avait une réputation de précision et de pression. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, les gens écoutaient. Il était connu pour forcer des accords à l'amiable sans jamais élever la voix. Ensemble, ils ressemblaient à une machine conçue pour un seul but, le contrôle. Olivier m'a jeté un coup d'œil bref, comme on vérifie l'heure, il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de peur, juste du dédain. Pour lui, j'étais un problème qui avait duré plus longtemps que prévu. Je connaissais bien ses habitudes, je l'avais observé en réunion, lors de dîners, lors d'événements caritatifs. Il écoutait juste assez longtemps pour décider si quelqu'un comptait, et ce matin-là, il avait déjà décidé que je ne comptais pas. Olivier croyait à l'histoire qu'il avait construite autour de lui-même, que le succès était une preuve d'intelligence, que la richesse signifiait la crédibilité, que la loi était un autre outil qu'il savait utiliser. Il supposait que mon manque de représentation signifiait la faiblesse, il supposait que le silence signifiait l'ignorance. Ce qu'il a omis de considérer était ceci, les hommes comme Olivier passent leur vie à parler, ils pratiquent rarement l'écoute. Et moi, j'avais passé des années à faire exactement cela. Chaque appel tardif, chaque explication précipitée, chaque moment où il pensait que j'étais trop distraite pour remarquer, je me souvenais de tout. Alors que le juge aux affaires familiales se préparait à commencer, Olivier s'est adossé à sa chaise, certain que l'équilibre du pouvoir était fermement de son côté. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était déjà en train de bouger. Pendant qu'Olivier était occupé à construire son image, je construisais quelque chose de plus discret. La nuit, quand la maison était enfin calme, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et les lumières tamisées. J'ai appris par moi-même à lire des relevés bancaires, à suivre des virements, à comprendre le langage caché dans les feuilles de calcul. Je n'ai pas fait cela parce que je voulais le contrôle, je l'ai fait parce que je voulais la clarté. Olivier supposait que je ne m'intéressais pas à son travail. Il parlait librement devant moi, il prenait des appels à table, il se plaignait de ses associés, des régulateurs et des gens qu'il jugeait incompétents. Il ne baissait jamais la voix. J'ai appris les schémas comme d'autres apprennent des routines. Quel compte était mentionné seulement en passant? Quelle transaction apparaissait à la fin du trimestre? Quel nom revenait seulement quand il était stressé? Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas posé de questions qui auraient éveillé les soupçons, j'ai écouté. Lorsqu'il a synchronisé ses appareils avec le compte cloud familial pour plus de commodité, j'ai remarqué quand des fichiers apparaissaient dans des dossiers que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai commencé à sauvegarder des copies, pas à voler, pas à pirater, juste à sauvegarder ce qui existait déjà dans l'espace partagé, des emails, des relevés, des résumés internes qui n'étaient jamais censés quitter son écran. J'ai tout gardé simple, date, montant, répétition. Pas de théorie, pas de supposition, juste des faits. Il y avait des nuits où je voulais arrêter, des nuits où je me disais que je réfléchissais trop, que rien de ce que je trouvais n'aurait d'importance de toute façon. Mais alors je me souvenais avec quelle facilité mon accès à l'argent avait été coupé, avec quelle rapidité ma voix avait été écartée une fois que j'étais devenue gênante. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important, la préparation n'est pas une question de vengeance, c'est une question de survie. Au moment où Olivier a demandé le divorce, j'avais des mois d'informations discrètement organisés. Rien de dramatique, rien de tape à accent grave-l'œil, juste une carte claire de l'endroit où vivait la vérité. Alors, quand je suis entré seul dans ce tribunal, je ne devinais pas, je confirmais. Il pensait que j'étais venu les mains vides parce qu'il ne pouvait pas voir ce que je portais. Il ne réalisait pas que la femme silencieuse qu'ils ignoraient avait prêté attention tout ce temps. Et l'attention, combinée à la patience, est bien plus dangereuse que la colère. Le tribunal a semblé différent une fois l'audience commencée. Au début, tout a suivi le rythme attendu, présentation formelle, langage poli, confiance soigneusement mesurée de la défense. Maître Roche a parlé avec fluidité, exposant un récit familier, un cadre prospère, un mariage de courte durée, une offre raisonnable proposée et refusée. Olivier me regardait à peine pendant que Roche parlait, il connaissait déjà cette version de l'histoire par cœur. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai gardé ma voix stable et mes mots simples. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas dramatisé. J'ai posé des questions. J'ai mentionné un compte de transit que Maître Roche n'avait pas référencé, un véhicule d'investissement qu'Olivier avait qualifié d'insignifiant pendant notre mariage. La réaction fut immédiate. Roche s'est arrêté juste une seconde, mais c'était suffisant. Olivier a bougé sur sa chaise.
Le juge s'est penché légèrement en avant, son attention s'aiguisant. Je n'ai pas tout expliqué, je n'ai pas encore révélé les documents. J'ai simplement déclaré que certains actifs n'avaient pas été divulgués et que je les aborderais lors des témoignages. La salle est devenue silencieuse. Ce silence n'était pas de la confusion, c'était du recalcul. Roche a ajusté ses papiers, Olivier a redressé sa posture. Pour la première fois ce matin-là, il m'a regardé directement. Il n'y avait pas de colère dans son expression, il y avait de l'incertitude. Maître Roche a objecté rapidement, qualifiant ma déclaration de spéculation. Il a parlé avec assurance, rejetant mes mots comme un malentendu. Je n'ai pas argumenté, j'ai juste hoché la tête et dit que je fournirais la documentation au moment opportun. C'est là que je l'ai senti. Le basculement. Ce qui avait été routinier semblait soudain instable. L'énergie dans la pièce est passée de la certitude à la prudence. Olivier s'est penché vers Roche et a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Roche a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. Il ne m'ignorait plus, il s'ajustait, et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'avais encore rien gagné, mais l'illusion de contrôle avec laquelle ils étaient entrés s'était fissurée, et une fois que cela arrive, ça ne se répare jamais totalement. Le juge a appelé le premier témoin de la défense, et Olivier a choisi la confiance plutôt que la prudence. Daniel Perrault, le directeur financier du groupe Beaumont, a pris la barre avec l'aisance d'un homme qui avait déjà témoigné. Il parlait clairement, il souriait poliment, il répondait aux questions comme s'il ne s'agissait que d'une formalité. Maître Roche le guidait avec soin. Daniel a confirmé que tous les biens matrimoniaux avaient été divulgués, que les finances de l'entreprise étaient propres, qu'aucun fonds n'avait été caché ou redirigé de manière inappropriée. C'était une performance bien rodée. Quand ce fut mon tour de l'interroger, je ne me suis pas approché de la barre immédiatement. Je suis resté où j'étais et j'ai parlé calmement. J'ai demandé à Daniel depuis combien de temps il travaillait avec Olivier. J'ai posé des questions sur les pratiques comptables standards, sur les contrôles internes et les calendriers d'audit. Des questions simples, des questions confortables. Daniel s'est détendu. Puis je lui ai posé des questions sur un compte interne utilisé pour détenir temporairement des fonds avant les rapports trimestriels. Il a hésité brièvement, mais l'hésitation était là. Je lui ai demandé à quelle fréquence ce compte était utilisé. J'ai demandé s'il figurait sur la liste de divulgation standard fournie lors de la procédure de divorce. Daniel s'est raclé la gorge. Il a dit qu'il était opérationnel, qu'il n'était pas pertinent pour les biens matrimoniaux. Je lui ai demandé si des fonds avaient jamais été transférés de ce compte vers des véhicules d'investissement externes. La salle s'est figée. Maître Roche a objecté, affirmant que la question sortait du cadre. Le juge l'a autorisé. L'assurance de Daniel s'est estompée. Il a expliqué que certains transferts étaient routiniers et autorisés. Il a insisté sur le fait que rien d'irrégulier ne s'était produit. Je l'ai remercié et j'ai posé une dernière question. J'ai demandé si des transferts avaient eu lieu dans les 90 jours précédant la demande de divorce d'Olivier. Daniel a regardé Olivier avant de répondre. C'est à ce moment-là que tout a changé. Le juge l'a remarqué, Roche l'a remarqué, et Olivier a remarqué que tout le monde l'avait remarqué. Daniel a répondu prudemment, admettant que plusieurs transferts avaient eu lieu peu avant le dépôt du dossier. Je ne l'ai pas accusé d'acte répréhensible. J'ai simplement déclaré que je présenterais une documentation qui s'alignait avec son témoignage. Daniel est descendu de la barre, son aisance antérieure remplacée par une tension visible. En quittant la barre, je l'ai vu clairement, il ne s'agissait plus d'un règlement de divorce, il s'agissait de savoir si la vérité resterait enterrée. Et à en juger par la façon dont Olivier évitait mon regard, je savais qu'elle ne le resterait pas. C'est alors qu'Olivier a décidé de changer de tactique. Maître Roche s'est levé et s'est adressé au tribunal avec un ton qui semblait presque inquiet. Il a dit que cette affaire devenait émotionnelle. Il a suggéré que le tribunal considère ma crédibilité avant de peser des réclamations financières complexes. Puis il a introduit mes antécédents médicaux. Il a parlé d'une période, des années plus tôt, où j'avais cherché de l'aide pour l'anxiété et le deuil. Il a utilisé des mots comme traitement et évaluation. Il a sous-entendu l'instabilité sans le dire directement. Olivier m'observait attentivement, attendant une réaction. Je ne lui en ai pas donné. J'avais passé des années à apprendre comment le silence pouvait être retourné contre soi. Cette fois, je ne le laisserai pas faire. Quand ce fut mon tour de répondre, je me suis levé lentement. Je ne me suis pas précipité.
Je ne me suis pas défendu avec émotion. J'ai dit la vérité. J'ai expliqué que j'avais cherché de l'aide pendant une période de perte, que j'avais fait ce que font les adultes responsables quand ils se sentent dépassés. Que le traitement ne me rendait pas peu fiable, il me rendait honnête quant à mes limites. J'ai regardé le juge et j'ai dit quelque chose de simple, chercher de l'aide ne disqualifie pas une personne de dire la vérité. Maître Roche a insisté. Il a suggéré que j'avais imaginé des menaces, que j'avais mal compris des conversations, que le stress avait déformé ma mémoire. J'ai écouté sans interrompre. Puis j'ai prononcé la phrase qu'Olivier n'attendait pas. J'ai dit, j'étais sous traitement parce que j'étais sous emprise. L'atmosphère de la pièce a encore changé. J'ai expliqué que la confusion ne vient pas seulement de la faiblesse, elle vient souvent du fait qu'on vous répète constamment que votre réalité est fausse. Du fait qu'on vous retire vos accès. Du fait d'être isolé et corrigé jusqu'à ce que vous cessiez de faire confiance à votre propre jugement. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas accusé. J'ai énoncé des faits. Et puis j'ai dit ceci, je ne demande pas au tribunal de me croire parce que je suis blessé. Je demande au tribunal de me croire parce que j'ai apporté des preuves. Olivier a cessé de sourire parce que pour la première fois, l'histoire qui le protégeait commençait à s'effondrer et il savait exactement ce qui allait suivre. J'ai fouillé lentement dans mon sac, en m'assurant que chaque mouvement était délibéré. Je ne voulais pas que ce moment paraisse dramatique, je voulais qu'il paraisse indéniable. J'ai expliqué qu'en France, la jurisprudence avait évolué concernant le droit à la preuve. Que bien que l'enregistrement à l'insu soit délicat, la Cour de cassation admettait désormais que des preuves dites déloyales pouvaient être recevables si elles étaient indispensables pour prouver une vérité dissimulée, comme la violence économique. Maître Roche a objecté immédiatement, invoquant l'atteinte à la vie privée. Le juge a autorisé la présentation, au vu de la gravité des allégations financières. J'ai tenu un petit dictaphone. Rien d'impressionnant, pas d'étiquette, juste une trace du temps. J'ai dit au tribunal que ces enregistrements capturaient des conversations entre Olivier et moi durant les dernières années de notre mariage. Des conversations où l'argent était discuté, où le contrôle était discuté, où les conséquences étaient expliquées très clairement. Le premier enregistrement a été diffusé. La voix d'Olivier a rempli la pièce, calme, certaine, méprisante. Il disait, « Personne ne te croira ». Il disait, « Tu ne comprends rien aux finances ». Il disait, « Si tu insistes trop, tu perdras l'accès à tout ». Il n'y avait pas de cris, pas de menaces hurlées sous le coup de la colère. C'était ce qui rendait la chose pire. C'était le contrôle énoncé comme un fait. Le deuxième enregistrement a été diffusé. Olivier expliquait comment les actifs pouvaient être déplacés temporairement, comment rien ne devait paraître permanent, comment le timing comptait plus que la vérité. Roche fixait la table. Olivier regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Au moment où le troisième enregistrement s'est terminé, le tribunal était complètement silencieux. Pas de chuchotement, pas de mouvement. Même le juge avait arrêté d'écrire. J'ai éteint l'appareil et je me suis rassise. Je n'ai pas regardé Olivier. Je n'en avais pas besoin, car le pouvoir ne disparaît pas bruyamment. Il disparaît quand tout le monde l'entend prononcer à voix haute pour la première fois. Et à ce moment-là, Olivier Beaumont ne contrôlait plus l'histoire. Après la fin des enregistrements, rien n'a bougé pendant plusieurs secondes. Le juge a regardé les preuves, puis Olivier, puis moi. Il ne s'agissait plus de savoir qui se sentait lésé, il s'agissait de responsabilité. Maître Roche a demandé une brève pause. Sa voix était contrôlée, mais la certitude avec laquelle il était entré avait disparu. Le tribunal a refusé la demande et a ordonné la poursuite de l'audience. Le juge a posé des questions directes sur le timing, sur la divulgation, sur la question de savoir si tous les actifs liés au groupe Beaumont avaient été correctement déclarés. Olivier a répondu prudemment au début. Des réponses courtes, des explications limitées. Puis les questions sont devenues plus étroites. Les réponses sont devenues plus lentes. Le tribunal a ordonné une expertise financière immédiate et a exigé la documentation relative aux transferts mentionnés lors du témoignage. Des comptes ont été signalés. L'accès a été restreint. Rien de dramatique ne s'est produit à ce moment-là. Pas de cris, pas d'éclat de voix, juste de la procédure. Et la procédure est souvent plus effrayante que la confrontation. Olivier m'a enfin regardé à nouveau. Pas avec colère, pas avec confiance, mais avec incrédulité. Il avait cru que cette pièce le protégerait, que sa position l'emporterait sur mes mots, que l'argent parlerait plus fort que la vérité.
Mais une fois que les faits entrent dans le dossier, la croyance n'a plus d'importance. Le juge a clairement indiqué qu'une enquête approfondie suivrait, que les divulgations incomplètes entraînaient des conséquences, que la crédibilité avait changé de camp. Lorsque la séance a été levée pour la journée, Olivier ne s'est pas levé immédiatement. Roche s'est penché vers lui, parlant doucement. Le ton n'était plus instructif, il était urgent. Alors que je rassemblais mes papiers, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas la victoire, mais le soulagement. Parce que pour la première fois depuis le début du divorce, je ne me défendais plus. La vérité faisait ce travail pour moi. Quand le juge m'a demandé ce que je cherchais, la salle s'attendait à un chiffre. Il s'attendait à ce que je nomme un pourcentage, la moitié des biens, une prestation compensatoire, quelque chose qui pourrait être négocié et réduit. Ce n'était jamais mon but. Je me suis levé et j'ai expliqué que je ne demandais pas une punition. Je demandais l'équilibre. J'ai dit au tribunal que l'argent utilisé pour cacher la vérité n'est pas de la richesse, c'est un moyen de pression. Et la pression ne fonctionne que lorsque personne n'est prêt à la défier. J'ai demandé une transparence totale, que chaque compte lié à Olivier Beaumont soit examiné, que tout actif déplacé sans divulgation soit considéré comme faisant partie de la communauté. J'ai demandé un contrôle temporaire sur les actifs partagés jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Pas pour enlever quoi que ce soit, mais pour empêcher que quoi que ce soit d'autre ne disparaisse. Le juge a écouté attentivement. J'ai expliqué que je ne voulais pas gagner en regardant quelqu'un tomber. Je voulais partir en sachant que la vérité avait été reconnue et que personne d'autre ne serait effacé silencieusement comme je l'avais été. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de mettre fin à un schéma. J'ai dit au tribunal que lorsqu'une personne contrôle le récit assez longtemps, elle commence à croire qu'il ne peut pas être contesté, et cette croyance est dangereuse. Ce que je demandais était simple, que la loi fasse ce pourquoi elle a été conçue. Ralentir le pouvoir. Examiner les faits. Protéger la personne qui n'est jamais censée être entendue. Quand je me suis rassise, la salle était à nouveau calme. Pas tendue, concentrée. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Le reste ne dépendait plus de moi. Quand je suis sorti du palais de justice cet après-midi-là, Paris semblait identique. Les voitures circulaient, les gens se pressaient. La vie continuait comme si rien de monumental ne venait de se passer entre ces murs. Mais pour moi, tout avait changé. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas puissante. Ce que je ressentais, c'était de la légèreté. Pendant des mois, ma vie avait tourné autour de la défense de ma réalité, prouver que je n'imaginais pas les choses, m'expliquer à des gens qui avaient déjà pris leurs décisions. Ce fardeau avait disparu. Le processus judiciaire ne s'est pas terminé ce jour-là. Les enquêtes prennent du temps. La paperasse s'éternise. Les conséquences se déploient lentement. Mais quelque chose de bien plus important s'était déjà produit. Ma voix était entrée dans le dossier. Je suis retourné dans un appartement plus petit. J'ai fait mes propres courses. J'ai ouvert un compte courant à mon propre nom pour la première fois depuis des années. Rien de tout cela n'était glamour, mais chaque choix était le mien. J'ai réappris à faire confiance à mon instinct, à m'asseoir avec le silence sans peur, à faire des projets qui ne dépendaient pas de la permission de quelqu'un d'autre. Les gens m'ont demandé si c'était dur de recommencer à zéro. La vérité est que recommencer était plus facile que de rester invisible. Ce qui a pris du temps, c'était de me pardonner d'être resté silencieuse si longtemps. Je n'étais pas faible d'avoir survécu. J'étais forte de m'être préparée. Et au fil des jours, j'ai réalisé quelque chose de discrètement puissant. Je n'étais plus défini par le mariage que j'avais fui. J'étais défini par la clarté que j'avais gagnée. Les gens disent souvent que le pouvoir est bruyant. Ils l'imaginent comme des cris, comme de la domination, comme quelqu'un qui parle toujours en premier et en dernier. Ce n'est pas le genre de pouvoir qui a changé ma vie. Le pouvoir qui comptait était plus calme. C'était la patience. C'était l'observation. C'était choisir de comprendre au lieu de réagir. C'était savoir quand rester silencieuse et quand enfin parler. Olivier Beaumont croyait que la force signifiait le contrôle. Il croyait que l'argent pouvait remplacer la responsabilité. Il croyait que l'histoire qu'il racontait sur moi survivrait pour toujours s'il la répétait assez souvent. Il avait tort. Pas parce que je me suis battu plus fort que lui, mais parce que je me suis préparé plus longtemps.
S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, ne supposez jamais que la personne calme ne sait rien. Ne confondez jamais la conformité avec l'accord. Et ne croyez jamais que la vérité disparaît juste parce qu'elle est ignorée. Parfois, la justice n'arrive pas avec du bruit. Parfois, elle arrive avec des dossiers, avec de la patience, avec le courage d'attendre le bon moment. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été sous-estimé ou qu'on vous a fait sentir invisible, vous n'êtes pas seul. Votre clarté compte, votre mémoire compte et votre voix compte, même s'il faut du temps pour qu'elle soit entendue.